Monsieur Fillon. Pour le groupe de l'Union des démocrates indépendants, la parole est à son président, Philippe Vigier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, vendredi dernier, le vieux rêve de Victor Hugo, qui écrivait le 21 août 1849 « Un jour viendra où vous, France, vous, Angleterre, vous, Allemagne, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. » Ce vieux rêve s'est fracassé sur le choix du Royaume-Uni. Vendredi dernier, l'Europe a été tirée violemment de la torpeur dans laquelle elle se trouvait depuis trop longtemps. Vendredi dernier, la certitude de la construction d'une Union européenne irréversible avec laquelle des générations entières d'Européennes et d'Européens ont grandi a volé en éclats. Ne nous y trompons pas, ce choix ne s'explique pas uniquement par des considérations internes au Royaume-Uni et le coup de poker perdu de David Cameron qui ont lourdement pesé sur l'issue de ce référendum. Ce choix témoigne d'un rejet qu'il faut regarder avec lucidité. Les peuples européens rejettent cette Europe sans âme, cette Europe technocratique, cette Europe élitiste dont le fonctionnement manque cruellement de transparence et de démocratie. Ils rejettent cette Europe qui ne se construit plus que sur des mauvais compromis, sur des divergences ou sur des ressentiments. Les peuples ne veulent pas de cette Europe qui nie son identité, abandonne ses racines et ses valeurs en accueillant la Turquie à bras ouverts. Non, ils ne veulent pas de cette trahison. Ils ne croient pas et ils ne croient plus en cette Europe paralysée lorsque des familles de réfugiés sont charriées par milliers, 4000 encore vendredi dernier, sur ces rivages, jetés sur les routes et font voler Schengen en éclats. Ils se désespèrent de voir cette Europe impuissante pour apporter une réponse au chômage de masse et aux crises à répétition. Disons-le sans détour, de renoncement en renoncement, le projet européen a été trahi, trahi et abandonné, abandonné par les femmes et les hommes politiques qui, depuis trop longtemps, ont renoncé à porter un discours européen courageux et qui ont fait de l'Europe le bouc émissaire idéal. Le bouc émissaire idéal de leurs échecs, abandonnés à des cohortes de technocrates coupés des réalités. L'Europe, c'est avant tout le visage du couple franco-allemand, De Gaulle-Adenauer, Giscard-Schmitt, Mitterrand-Kohl, Sarkozy-Merkel. Depuis 4 ans, l'Europe n'a plus de visage, sinon celui de l'immobilisme, car la France est inexistante, sans leadership, incapable de proposer un chemin pour l'Europe. C'est François Hollande qui en est en partie responsable, en faisant croire qu'il pouvait décider de tout, et tout seul, sur la renégociation du traité, sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, puis il a renvoyé l'échec sur l'Union européenne. Il a fragilisé le couple franco-allemand en jouant une partition soliste qui a isolé la France. Il a mis à mal notre crédibilité en se montrant incapable de respecter les engagements budgétaires que nous avions pris auprès de nos partenaires européens. Il a enfin décidé que l'Union européenne ne méritait pas mieux qu'un secrétariat d'État, alors même qu'il faudrait un ministre de plein exercice lorsqu'on sait le rôle joué par l'Europe dans le quotidien des Français. Mes chers collègues, le départ du Royaume-Uni peut avoir des conséquences terribles que nous ne pouvons pas encore mesurer. Ce choix ouvre en effet une période d'instabilité pour l'Europe, alors même que nous devons faire face à une menace terroriste et une crise migratoire d'une ampleur inédite. Nous faisons également face à une crise économique, sociale, que le choix du Royaume-Uni
pourra aggraver, puisque le cours de la livre sterling s'est déjà effondré et que la confiance des marchés va se fragiliser, comme en témoigne la perte hier soir de son triple A par le Royaume-Uni. Ce référendum a également ravivé les divisions en Angleterre, isolé l'Écosse et l'Irlande du Nord, qui, par leur vote, ont montré leur attachement à l'Europe. Nous devons les entendre. Il s'agit même d'un devoir auquel l'Europe n'a pas le droit de manquer. L'Irlande du Nord sait ce qu'elle doit à l'Europe, qui l'a soutenue alors qu'elle était frappée de plein fouet par la crise financière. Enfin, le choix du Royaume-Uni va entraîner une remise en cause sans précédent du projet européen en France comme partout sur le vieux continent. Pour éviter l'incendie qui pourrait se propager aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, en Tchéquie, en Finlande, en Hongrie, en Pologne ou même en France, nous considérons que le divorce entre l'Europe et le Royaume-Uni doit être prononcé rapidement, sans marchandage interminable qui donnerait l'impression que le choix souverain du peuple britannique n'est pas respecté. On ne peut être in et out simultanément. Pour autant, il n'y a aucune place, non, aucune place pour la panique ou pour la démagogie, eu égard à l'importance vitale des enjeux. Je veux dire à celles et ceux qui demandent un référendum en France sans proposer de nouveaux projets européens qu'ils commettent une erreur, voire une faute, car ils enterreraient ce qu'il reste de l'Union européenne. Nous savons tous que le Royaume-Uni vivait en union libre avec l'Europe, ce qui n'est en rien comparable avec le lien charnel qui unit la France à l'Europe, et qu'une sortie de l'euro serait catastrophique pour les Françaises et les Français, en particulier pour les plus modestes. N'oublions pas, mes chers collègues, que le Royaume-Uni n'a jamais voulu de l'euro. N'oublions pas les discussions âpres avec Margaret Thatcher ou des concessions toujours plus grandes accordées récemment, le 19 février dernier, par François Hollande. Enfin, je le dis clairement, organiser aujourd'hui, en France, un référendum sur l'Union européenne permettrait aux extrêmes d'alimenter une confusion pernicieuse entre les carences actuelles et réelles de l'Europe et la construction européenne, dont les objectifs doivent être protégés. La décision du Royaume-Uni a au moins eu le mérite de clarifier ce débat et de dessiner clairement les contours de trois camps. Le camp de la nostalgie, le camp du repli, défendu par les extrêmes de tous bords, qui propose à la France un scénario dont même l'extrême gauche grecque n'a pas voulu. Le camp qui croit en une Europe qui ne serait qu'un vaste marché déréglementé et dont nous connaissons les limites et les effets pervers. Et le camp dont notre groupe fait partie, viscéralement attaché à l'Europe, pour qui le fédéralisme n'est pas un gros mot, pour qui l'Europe n'est pas un renoncement à la souveraineté, mais au contraire, plus de souveraineté et une affirmation plus forte de la France dans le monde. Oui, en dépit de ses carences, l'Europe reste pour nous la seule voie pour la France. Seule, comment pourrait-elle assurer la sécurité des Françaises et des Français face au terrorisme? Seule, comment pourrait-elle peser dans des décisions qui engagent l'avenir des peuples de tous les continents et dans lesquels s'entremêlent des enjeux démographiques, sécuritaires, économiques, sociaux, culturels et écologiques? Seule, comment pourrait-elle tirer son épingle du jeu dans la mondialisation? Seule, elle ne le pourrait pas, contrairement à ce qu'affirment les populistes de tous bords. C'est pourquoi il faut avoir le courage, oui le courage de dire haut et fort que les véritables patriotes sont européens. Oui, il faut avoir le courage de dire haut et fort que notre faiblesse n'est pas l'Europe, mais l'absence d'Europe, qui est progressivement devenue le jeu des égoïsmes nationaux. Nous ne voulons plus d'une Europe technocratique, d'une Europe tatillonne, mais d'une Europe recentrée sur des enjeux majeurs,
qui affirme son identité, qui défende ses valeurs. Bref, une Europe politique. Pour en finir avec la dilution de l'identité européenne, disons clairement que la Turquie ne doit jamais rentrer dans l'Union européenne. Nous voulons une Europe qui protège ses citoyens contre les dérives de la mondialisation, pas d'une Europe qui les expose à toujours plus de précarité et de chômage. Nous voulons une Europe qui protège ses entreprises, comme le font la Chine, comme le font les États-Unis, pas d'une Europe de la concurrence déloyale. Nous voulons une Europe qui préserve nos modèles sociaux de l'implosion parce qu'elle fait respecter ses frontières, pas d'une Europe passoire qui confie la gestion de ses frontières à la Turquie. Nous voulons d'une Europe démocratique, d'une Europe transparente, d'une Europe qui rend des comptes. Nous ne voulons pas d'une Europe qui, dans le secret des conclaves et des négociations, impose une course effrénée à la mondialisation, à ses peuples, comme ce qui se profile avec le TAFTA ou le CECA, sans même que les parlements nationaux soient consultés, ce qui est un déni de démocratie. Nous voulons d'une Europe conquérante, une Europe efficace, pas une Europe de déclaration d'intention qui se mêle de tout sauf de ce qu'elle devrait décider, en intervenant sur le calibre des pommes ou la taille des filets de pêche. C'est pourquoi le groupe UDI veut écrire une nouvelle page de l'Europe, celle de l'Europe des résultats, celle de l'Europe de la confiance, avec un nouveau projet politique. Il y a, mes chers collègues, une urgence pour éviter un délitement de l'Europe. Il est totalement irréaliste de dire qu'un nouveau traité pourrait être rédigé rapidement. François Hollande doit donc se lancer, Monsieur le Premier ministre, dans un tour d'Europe pour obtenir la signature d'un accord intergouvernemental qui permettra d'avancer avec un noyau dur de pays sur 4 priorités. D'abord, une politique étrangère et de défense commune, avec une force d'intervention européenne là où nous avons toujours échoué jusqu'à présent. Ensuite, une politique commune de sécurité intérieure, avec la création d'une police européenne et un échange permanent automatisé entre les services de renseignement européens. Les attentats qui ont frappé la France, qui ont frappé la Belgique, en ont démontré la pertinence, et l'adoption d'un PNR, même partiel, obtenu par la France, n'est qu'un premier pas. Il faut également une politique migratoire et d'asile commune, passant par le recensement de nos besoins démographiques, économiques, par une convergence entre les systèmes de traitement des demandes d'asile et par la lutte contre l'immigration illégale. Il faut enfin un gouvernement économique animé par les chefs de gouvernement sous le contrôle des parlements nationaux pour faire de l'Europe un levier de croissance, un gisement d'emploi avec une nouvelle politique agricole commune pour valoriser cette agriculture exceptionnelle, mais aussi une nouvelle politique industrielle, de recherche, d'innovation pour créer de nouveaux emplois dans la transition écologique, dans le numérique, dans les transports, dans la santé, dans les biotechnologies. S'il vous plaît. En parallèle, nous devons associer, mes chers collègues, les peuples d'Europe à cette refonte du projet européen. Depuis trop longtemps, l'Europe s'est construite en ignorant les peuples. Disons-le sans détour, plus rien ne se fera sans avoir regagné leur confiance. C'est pour ça que nous voulons une Europe pour eux et avec eux. Je propose donc une consultation citoyenne dans toute l'Europe et que chacun des parlements nationaux apporte une contribution au débat européen, soit associé aux négociations sur les départs des Britanniques. Ces contributions viendraient enrichir l'accord de coopération fédérale et constitueraient la base des négociations entre les États membres pour proposer une nouvelle constitution européenne. Notre groupe souhaite que cette constitution permette enfin l'Union européenne de choisir
un président de manière démocratique. Et je souhaite qu'un référendum soit ensuite organisé pour consulter les peuples européens simultanément dans tous les États membres. Enfin, pour qu'un projet européen trouve un second souffle, il devra en priorité s'adresser à la jeunesse, qui croit encore en l'Europe, comme les résultats du référendum au Royaume-Uni l'ont démontré, et sans qui l'Europe ne pourra pas se relever. L'Europe, par conséquent, doit prendre des initiatives d'une ampleur inédite pour favoriser la mobilité des jeunes, à l'image de la formidable réussite d'Erasmus, mais aussi de faciliter la création de nouvelles filières créatrices d'emplois, de poser les jalons d'une politique de citoyenneté et d'une culture européenne à part entière. Enfin, mes chers collègues, oui, nous devons adresser un message d'espoir à notre jeunesse, qui est désormais dépositaire de l'héritage de Robert Schuman et de Jean Monnet, la gardienne de nos valeurs, de notre identité, et qui, comme l'Europe, a l'âge de tous les possibles. Je vous remercie. Merci, Monsieur Viger.